Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Pour vous, Rémi Bouchard a rencontré Denise Lavigne, qui est l'entraîneur de la Québécoise Maude Aimé-Leblanc. Également un rendez-vous avec l'agent de joueur Pat Brisson. Et je me suis sacrifié pour vous en rencontrant la commentatrice, golfeuse et mannequin Blair O'Neill. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. Cette semaine, au 19e, on rencontre Pat Brisson, le golfeur. On vit en Californie. Est-ce qu'on peut se qualifier de golfeur? Je devrais être meilleur golfeur. Je vais jouer plus souvent au golf, mais par contre, non, je joue à l'occasion. On joue au golf depuis combien de temps? J'ai commencé, j'avais 7-8 ans, puis le hockey a pris l'ampleur. Puis à l'issue de ça, j'ai joué un peu plus vers l'âge de 16, 17, 18 ans. Puis, mais j'ai commencé tout jeune, donc ça a aidé un peu mon swing. Okay. Puis, comme on dit, les joueurs de hockey, avec le swing, ça va ensemble, le golf. Ouais. Est-ce qu'on a suivi des cours? J'ai suivi certains cours au début, quand j'étais tout jeune, puis j'ai eu un autre cours là, une quinzaine d'années à Los Angeles. J'ai joué avec un pro, justement, puis il m'a aidé là, un peu. J'ai oublié ses conseils, mais ça marche pas de ce temps-ci. Au niveau élan de golf, est-ce qu'on est plus un naturel ou un technicien? Même si ça fait 15 ans qu'on a suivi. Je dirais que, puis comme je te dis, je joue pas beaucoup. Là, je suis plutôt naturel que technicien. J'essaie de pas penser à tous les détails. Peut-être une couple de petites choses, puis... Sans plus. C'est ça. C'est comme ça que je vois avec le feel. Si on avait plus de temps à consacrer, est-ce qu'on mettrait plus de temps? Oui, je mettrais plus de temps parce que quand je joue un peu pour le fun, on dirait que je veux jouer plus. C'est comme addictif, comme on dit. Fait que tu veux pratiquer. Parce que si tu joues au golf, tu pratiques pas, tu vas être frustré. Mais c'est trop frustrant le golf, no matter what. Fait que t'es une personne compétitive. Je compétitive, oui, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'on aime jouer des matchs, formules de jeu en particulier avec des amis, une fois de temps en temps? Avec des amis, j'aime jouer, on gage un petit peu ici et là. Mettre ça comme compétitif, c'est pas le montant d'argent, c'est surtout aussi le thrill, c'est ça. Et au niveau de une fois qu'on est au-dessus de la balle, je reviens au swing de golf. Vu que plus naturel, quand on est au-dessus de la balle, est-ce qu'on pense à des éléments qu'on essaie de se rappeler pour effectuer un bon mouvement ou... Et les choses que j'essaie, c'est sûr que je suis trop petit, donc j'essaie tout le temps. Mon problème, c'est mon bras gauche. Là, si je le plie un peu, là, c'est là que je suis dans le trouble. Donc, je me concentre plus vers ça. Puis mes hanches aussi. J'essaie de... Quand je viens trop compliqué, ça s'en va tout croche. Je pense souvent, c'est drôle, c'est le bras gauche. Quand je l'ai en contrôle, je suis correct avec le... On dirait que le reste suit bien. On connaît une bonne journée à ce moment-là. Oui. Bon, on connaît une carrière prolifique au niveau agent de joueur. Est-ce que on sait pour connaître quelqu'un, on l'amène sur un terrain de golf et normalement, ça prend 1 ou 2 trous pour le connaître. Est-ce que c'est bon de faire des affaires sur un terrain de golf? Absolument. Écoute, aujourd'hui, avec toutes les distractions qu'on a, on est sur le téléphone tout le temps, on texte, etc. Puis souvent, quand tu amènes un client ou une personne que tu veux connaître, puis tu mets le téléphone de côté, tu t'assois, tu apprends à connaître la personne. D'ailleurs, de plus en plus, c'est sûr que je ne joue pas souvent, mais quand je joue avec une personne que je veux connaître, c'est excellent. C'est pas le meilleur endroit. Le meilleur joueur de golf dans les joueurs que tu... c'est Mario. Mario Lemieux. J'ai joué. Puis Mario, quand je joue avec, il trouve ça frustrant un petit peu souvent. J'ai le téléphone avec moi parce que j'ai des affaires à faire. Et c'est le meilleur que j'ai vu dans les joueurs là, que j'ai joué avec les joueurs de hockey, là, je parle. Est-ce qu'on prend le temps parfois le dimanche de s'asseoir devant une ronde finale d'un tournoi majeur ou d'un événement? Oui, tout événement sportif d'ailleurs, que ce soit le basketball, le football, lorsque c'est les finales, ces choses-là, je m'arrête, j'aime regarder les meilleurs à ce qu'ils font, puis le golf, c'est sûr que quand Spelps, le jeune, là, son histoire est impeccable, j'aime le suivre, puis c'est sûr, dans les finales comme ça, là, je porte attention. C'est plaisant. Ouais. Merci. Ça me fait penser. Merci beaucoup. Bonne saison. Ça fait plaisir. Merci.
Maintenant en compagnie de Blair O'Neill, qui est une des personnalités de Golf Channel, à qui on demande principalement de nous parler de l'évolution toute récente du golf sur le circuit de la LPGA au cours des dernières années. Donc, une bien meilleure façon d'amorcer le programme pour 2016. Blair? Yeah, the game of women's golf is definitely growing over the years. We have all these younger players coming up playing great golf, and you know, young girls are watching these players and following them on social media, and so definitely all of that helps to grow the game. So, you know, we went from under 20 tournaments to now over 20 tournaments on the LPGA, and yeah, it continues to grow, which is amazing, and we're getting a lot of younger girls playing, so that's only a good thing. But Blair, one must be surprised to see girls like Brooke Anderson or Lydia Ko play the way they're playing. It's really amazing, don't you think? I do. They're playing well, and so good golf is, good things come out of that. And yeah, I mean, they're playing out on tour, and it brings a draw to the tournaments, and it gets people watching women's golf. And yeah, they're getting younger and younger, so it's pretty amazing. Blair, let's talk about this Olympic year, golf back to the Olympic Games. What do you think about that situation? I love it. I'm so excited to see, how all of that turns out. I think it's going to be so great for the game. It's going to be amazing for women's golf, and so I think it's going to be a lot of fun. I'm really excited to see it happen. So it's going to be a good time to watch and see how it all turns out. Blair, what about you? Anything special for 2016? Teaching, playing? Yeah, so I'm continuing to co-host on School of Golf with Martin Hall, so that's always a lot of fun. I'll be doing some other projects with Golf Channel as well, and I just got invited to play in the American Century Celebrity Tournament in Tahoe, which is one of the biggest celebrity tournaments, so definitely looking forward to that, which that'll also be aired on Golf Channel too. So yeah, I'll be kind of doing a hybrid schedule, playing and doing the media stuff, so for me it's a perfect fit. Okay, merci beaucoup, thank you. Thank you. Voici la question piège de la semaine. L'an passé, Colin Montgomery a remporté une 3e victoire majeure chez les seniors. La question, combien de victoires majeures pour Colin Montgomery sur les circuits réguliers? Est-ce que c'est A, aucune victoire, B, une victoire ou C, 2 victoires? La réponse dans quelques instants. La bonne réponse, A. Colin Montgomery n'a jamais remporté de victoire majeure sur les circuits réguliers. Il a cependant terminé 2e à 5 occasions, lors de l'Omnium américain, lors de l'Omnium britannique et au championnat de la PGA. Je suis en compagnie de Denise Lavigne, enseignante au Club de golf Le Mirage, à la Vallée du Richelieu et à Deer Creek en Floride. Denise, tu enseignes, tu coaches Maud Aimée Leblanc. Qu'est-ce que tu entrevois pour 2016 pour Maud Aimée? Ce que j'aime beaucoup, c'est son attitude. Elle a vraiment changé au niveau attitude et professionnelle. Elle a travaillé fort, son physique. On a travaillé beaucoup sa short game. Elle est beaucoup plus ouverte. Et puis, je pense qu'elle va avoir une belle année parce qu'elle est en forme physiquement. Et puis, elle travaille très fort. C'est sa 2e fois qu'elle qualifie pour la LPGA. Qu'est-ce que tu penses qu'elle a appris de sa première expérience qui va l'aider pour cette 2e fois? Elle a appris beaucoup de choses dans les détails, les mesures, par exemple les mesures aux approches, qu'elle faisait un peu tout par feeling. Elle apprend que la technique, c'est assez important aussi, puis après ça, elle met ça dans son feeling à elle, parce qu'elle peut être plus répétitive. Elle apprend que les filles sont vraiment en forme physiquement, puis il faut, parce qu'ils ont une année extraordinaire, là, je veux dire, ils ont beaucoup de compétitions, puis tu peux pas juste jouer tes compétitions. Il faut que tu te mettes en forme. Elle a l'entourage aussi pour la nutrition, le physique, et bon, le coaching. Elle est plus entourée aussi. Parce que Maud Aimée a un avantage physiquement. Elle est grande, elle est forte. C'est une des filles qui frappe le plus loin sur le circuit. Donc, elle doit prendre avantage de ça. Comment tu lui enseignes à prendre avantage de cette force-là? On a travaillé beaucoup plus le niveau petit jeu parce que le long jeu, elle se débrouille très bien. Je l'ai vu jouer au Qualifying School. C'était vraiment... Elle a fait presque pas d'erreur, là. Je veux dire, c'est son jeu, sa stratégie de jeu est meilleure, beaucoup plus calme, elle s'emporte pas. C'est pour ça que moi, j'ai confiance que ça va bien aller cette année. Est-ce que le golf peut être une attraction touristique au Québec? Pour nous en parler, on a rencontré une sommité en la matière, M. Paul Arsenault.
Avec la période des vacances qui approche, il faut poser la question. C'est une bonne question. Le golf touristique au Québec se porte bien pour la clientèle traditionnelle qui est déjà là, principalement composée de baby boomers qui se reconnaissent, qui trouvent un bon produit, bonne qualité, il n'y a pas de problème. Ce que les chiffres semblent nous indiquer, c'est que la relève n'est pas au rendez-vous et que les plus jeunes, particulièrement ceux de la génération Y et Z, ne se reconnaissent pas dans le golf. Alors, la question n'est pas de savoir comment on fait un golf touristique, c'est comment on les appelle à pratiquer le golf, à développer la relève et à remettre le plaisir et le jeu au cœur du métier qu'est le golf et non pas juste les règlements et la rigidité. En raison du taux de change qui est bien différent, sans doute que les Québécois vont essayer de passer leurs vacances au Québec. Le taux de change, c'est une question infinie. C'est sûr qu'on a vu dans les dernières années passer presque de la parité. Là, on est à peu près à 72 sous. Il y a évidemment des impacts. Le premier impact, et c'est pas celui qu'on souhaiterait, c'est-à-dire que les gens vont rationaliser leurs dépenses, mais continuer à aller à l'extérieur. Donc, on pense que ça retiendrait les Québécois au Québec. Ce n'est pas le cas. Je le dis, il y a un argument qui est quand même intéressant pour leur dire vous en aurez plus pour votre argent si vous restez ici. Et il y a une sensibilité des régions touristiques à cet égard-là. Mais il y a également pour les Américains un argument qu'on a déjà utilisé voilà 10 ans, qui revient à la mode, donc celui d'un rapport qualité-prix nettement plus avantageux que ce qu'on a connu dans les 5 dernières années. Et ça, c'est un avantage pour le golf. La qualité de produit qu'on peut avoir à l'île du Prince-Édouard, en Ontario, Colombie-Britannique ou en Nouvelle-Écosse, est-ce que le Québec a un produit comparable à ça? Je pense que le produit est comparable. Il est peut-être moins bien perçu comme étant comparable. Il est peut-être plus diffus. L'offre est plus grande ici, mais l'offre de qualité, dans le tiers de meilleure qualité, je pense qu'il est tout à fait comparable. On n'a pas à être gêné ou inquiet par rapport à la compétition. C'est peut-être dans la façon dont on le rend disponible ou qu'on le diffuse ou qu'on passe le message qu'il y a peut-être un peu trop de confusion. Et je pense qu'il y a un travail de resserrement, je dirais, dans la qualité, dans la présentation de la qualité qui devrait être fait, qu'on a peut-être pris trop pour acquis ces dernières années. Donc, tout ce qui est le sud de l'Amérique du Nord offre un potentiel parce qu'effectivement, on est capable de jouer dans un climat tempéré. Donc, c'est pas glaciaire, mais même s'il fait chaud, c'est beaucoup moins humide, c'est beaucoup moins pollué, toute cette question-là. Et on le voit même actuellement en Chine, à quel point il y aura pour la prochaine décennie un air pur, un air de qualité, un air qui n'est pas humide. Ça va être un argument touristique extrêmement fort et je pense que le golf a tout avantage à jouer cette carte-là dans une mise en marché globale du Québec dans les prochaines années. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Toujours dans les fers, cette semaine, on s'attaque à la catégorie progressive, la catégorie la plus vaste. Énormément de technologie, toujours pour nous aider à frapper la balle bien droite. Et Pierre, cette classe s'adresse aux golfeurs et golfeuses qui jouent autour de 90 environ. On s'oriente comment pour l'achat? Ce qui est intéressant dans cette catégorie, c'est que l'on retrouve différentes largeurs de semelles. C'est l'un des points essentiels qui va faire la différence entre un bâton qui est plus indulgent qu'un autre. Il y a les technologies de fabrication, mais règle générale, plus la semelle est large, plus le bâton va être indulgent dans l'herbe longue. Mais aussi, plus la semelle est large et plus les ingénieurs auront la possibilité d'éloigner le centre de gravité de la face, ce qui va le rendre plus permissif également. On commence chez Titleist avec une nouvelle version améliorée des fers AP1. Oui, on a la plus large cavité arrière jamais produite chez Titleist. Mais aussi, le poids en tungstène qui est inséré dans le bout de la tête est environ 50 plus lourd que la version AP1 de l'année dernière. Donc, un fer plus stable, sans avoir une tête plus longue. Chez Callaway, les nouveaux fers APX CF renferment une première chez le fabricant. C'est la première fois que l'on utilise la technologie Face Cup 360 degrés pour la fabrication d'un fer forgé. On retrouve cette technologie dans les fers longs et moyens. La pièce dans laquelle la face se retrouve contient également le bord supérieur et la portion avant de la semelle, ce qui permet au point de percussion idéal d'être plus large. On maximise ainsi la distance là où on a besoin. Chez Ping, maintenant, les fers G ressemblent aux G30 de l'année dernière, mais seulement de l'extérieur. Oui, c'est de l'intérieur que l'on retrouve le plus gros changement. L'acier a été chauffé 6 fois plus longtemps, ce qui le rend plus résistant, donc une surface plus mince et 4 fois plus flexible que les fers G30 de l'année dernière. Chez Cobra, les fers King F6 ont une cavité arrière progressive, c'est-à-dire qu'elle est plus volumineuse au fur et à mesure qu'on se dirige vers les fers longs. Oui, la technologie TechFlow permet vraiment d'optimiser chaque fer selon le travail qu'il y a à faire.
de la stabilité, de la distance et de la hauteur pour les fers longs et à l'autre bout, du contrôle et des sensations dans les cocheurs. On termine chez TaylorMade avec les nouveaux fers M2. Pierre, énormément de technologie, dont la Speed Pocket qui a été redessinée. Oui, étant donné que la cavité arrière est plus volumineuse, il a fallu la repositionner. On peut aussi remarquer que le col de la tête a été affilé pour enlever 3 grammes de masse, pour le redistribuer en périphérie et encore une fois, augmenter le moment d'inertie. Merci, Pierre. Merci. Encore une fois, ça passe très rapidement. On reste dans les fers la semaine prochaine, la catégorie perfectionnement. Au terrain d'exercice vous est présenté par les fers M2 de TaylorMade. Avec les fers M2, rehaussez votre jeu. La slice, cette balle qui tourne trop vers la droite pour finir dans le bois, un obstacle ou même hors limite, est la faute la plus courante chez le golfeur. Autant qu'il y a de sortes de slices qu'il y a de solutions pour la corriger. Je vais vous donner 3 bonnes pistes de solutions pour corriger cette slice. Le premier point technique à vérifier est le positionnement de la balle. Si votre balle est positionnée trop vers l'avant du centre de votre corps, vous risquez d'avoir une position d'épaule beaucoup trop ouverte. Et de plus, vos mains risquent d'être derrière votre tête de bâton, ce qui risque de produire un chemin de club beaucoup trop extérieur-intérieur pour couper la balle et produire une slice. Lorsque vous prenez position à la balle, votre bras droit ne doit jamais être plus haut que votre bras gauche. Il doit rester plus bas ou en dessous de votre bras avant. De cette manière, l'alignement des épaules est à coup sûr correct. Le deuxième point technique à vérifier, c'est de vérifier si vos poignets ont bougé au sommet de votre élan arrière. Si vos poignets forment un arc, il est presque sûr qu'il en suivra d'une slice. Voici un moyen rapide de vérifier si vos poignets ont bougé. Faites quelques élans au ralenti et arrêtez au sommet. Vérifiez s'il y a un arc qui s'est formé entre la main et l'avant-bras. Si c'est le cas, remettez le poignet et l'avant-bras en position droite. De cette manière, vous ne changerez pas l'ouverture de la face du bâton et celui-ci arrivera droit à l'impact. Le dernier point technique qu'on va parler, c'est le relâchement ou le release de la tête du bâton à l'impact. C'est une des notions techniques les moins bien comprises par le golfeur. L'idée, c'est de faire un relâchement complet de sa tête de bâton juste après l'impact. Pour vous expliquer ça, je vais utiliser 2 bons exercices. Premièrement, je vais avoir besoin d'un outil pédagogique. C'est un fer 7 où la tige plie ou forme un coude. L'idée, c'est de faire des élans. Il faut faire des demi-élans en s'assurant que le coude ne plie pas. Cela permet de faire un renforcement musculaire spécifique. Et le deuxième exercice qu'on va faire, c'est un exercice idéal pour les gens qui ont un crochet vers l'extérieur. C'est l'exercice de l'élan de baseball. Pour ce faire, j'aurai besoin d'un bois. C'est un exercice idéal pour les golfeurs avec un crochet de l'extérieur. Il s'agit de faire des élans avec un bois et sans balle, en partant d'une position droite et en plaçant les bras allongés, le bâton à l'horizontale et face à soi. Cet élan à l'horizontale permet de mieux percevoir que le bâton revient de l'intérieur au retour et met en avant le relâchement des bras et des poignets qui se referment lors de la traversée. À l'impact, les hanches s'ouvrent vers l'objectif et les mains relâchent. À la fin du geste, essayez de conserver le bâton le plus à l'horizontale possible. Si depuis de nombreuses saisons, vous avez une relation non souhaitée avec votre slice chronique, essayez ces conseils et je suis certain que vous allez pouvoir vous en séparer pour de bon. Amusez-vous bien et bon golf! La semaine dernière, nos collègues Éric et Steve vous ont parlé des situations sur le verre avec le drapeau. En voici 2 autres qui peuvent soulever des questions. Une situation qu'on voit fréquemment, c'est lorsque le drapeau est déjà sur le verre et le joueur demande de voir la position du trou. Autre situation ambiguë est lorsque vous tenez le drapeau et que vous n'arrivez pas à l'enlever à temps, soit par distraction ou parce que le drapeau est coincé dans l'ancrage du trou. Si la balle touche le drapeau, malheureusement, celui qui tient le drapeau agit au nom du joueur qui a effectué le coup roulé. C'est donc le joueur qui encourt la pénalité et non celui qui tient le drapeau. C'est 2 coups de pénalité en partie par coup et malheureusement la perte du trou en match play. Donc, pour éviter les problèmes, je vous conseille de soulever le drapeau, l'appuyer sur la partie interne du trou. À ce moment-là, vous n'aurez pas de mauvaise surprise.
Au cours des 3 prochaines semaines, on plonge dans l'univers des clubs de golf banlieue ouest. Je profite de cette série spéciale pour vous faire découvrir 3 parcours vraiment accessibles. On commence tout de suite avec le club de golf Saint-Zotique. Le club de golf Saint-Zotique est le premier des 3 parcours des clubs de golf banlieue ouest à avoir ouvert. C'était en quelle année? En 1954, l'histoire, si on peut faire ça vite, rapidement, mon grand-père, Léonide Pilon, il a décidé de sacrifier ses terres agricoles pour ouvrir un terrain de golf dans Soulanges, un terrain de golf public. Et la distance était de 3540 verges, ce qui équivaut aujourd'hui à 7000 verges pour un 18 trous. Donc 7000 verges en 1954, c'est un monstre. Dans ce temps-là, c'était le plus long terrain de golf au Canada. Et puisque Daniel Pilon, vous poursuivez en 2016 l'idée de votre grand-père qui est de garder ce parcours public? Toujours. Je vais toujours avoir un club de golf public. On a des membres ici, 475. Ça nous fait plaisir d'avoir des membres. C'est parfait. Ça crée une ambiance au club de golf, mais ça nous prend quand même du public, des golfeurs de tous les jours. Ça change un petit peu la mentalité. Ça pas la mentalité, mais ça change un petit peu le feeling au club de golf d'avoir des nouveaux. Puis les nouveaux clients sont toujours les bienvenus, naturellement. Les gens du public peuvent réserver leur temps de départ une semaine, 7 jours à l'avance, tandis que mes membres peuvent réserver 14 jours à l'avance. C'est la différence entre un joueur public et un membre ici. Ici, on remarque au club de golf Saint-Zotique que les verres sont assez ondulés ou en pente. Est-ce que c'est quelque chose qui est signature ici? Oui, dans la région, des verres ondulés comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Les gens sont habitués d'avoir des verres relativement plats, mais ici, avoir une case de 4 pieds, 5 pieds sur un pot de 12 pieds, c'est fort possible. Les tournois sont les bienvenus. On a un agenda très chargé déjà pour cette saison. Ici, au club de golf Saint-Zotique, on offre des produits clés en main. Donc, l'organisateur de tournoi vient ici, nous appelle. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de se trouver des commanditaires, vendre des trous et vendre ses billets. Au club de golf Saint-Zotique, on trouve un pavillon très moderne ainsi qu'une grande terrasse. Et puis, ça attire beaucoup de monde en raison de la carte, oui, mais aussi des gens qui viennent, non pas pour le golf, mais pour manger simplement. Oui, effectivement. En étant en plein centre-ville de Saint-Zotique, on a pignon sur rue, donc le restaurant est ouvert vraiment à tous et chacun. Notre brunch les dimanches est extrêmement populaire. On parle de 250, presque 300 brunchs à tous les dimanches. Et puis en terminant, comment vous présentez votre club de golf en un mot? À découvrir. Alors, c'est un message. Le club de golf Saint-Zotique est à découvrir. On vous remercie, Daniel Pilon, et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Mais voilà, c'est ce qu'on vous offrait cette semaine à l'émission Au 19e. Notre prochain rendez-vous, on rencontre tout un golfeur, Philippe Bond. Et aussi, on jette un coup d'œil aux seniors avec les vétérans Lee Trevino et Rod Spittle. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard.